c'est la République face à la question sociale. Si la République réussit à intégrer les petits paysans propriétaires à son projet, elle peine à obtenir le soutien du monde ouvrier, qui considère généralement que cette République bourgeoise ne peut résoudre la question sociale. La fracture de la répression de la commune n'est pas encore résorbée. Comment la question sociale reste un problème à résoudre après 1880 ? Idéologiquement, l'extrême gauche en conflit avec la République se divise entre l'anarchisme politique et un socialisme plus ou moins influencé par la pensée marxiste. Les deux mouvements dénoncent le capitalisme, cause pour eux de la misère sociale. Ils dénoncent la propriété privée que défend la République. Dans les années 1890, l'anarchisme se manifeste par des attentats contre le pouvoir. En 1893, une bombe est lancée dans la Chambre des députés. L'année suivante, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné. Pour les anarchistes, ce terrorisme doit provoquer une révolution en montrant le caractère répressif du pouvoir en place. Cependant, les mesures répressives prises pour mettre fin au terrorisme anarchiste, les lois scélérates, n'émeuvent pas beaucoup l'opinion publique. Et la menace anarchiste disparaît. C'est surtout dans la grève et l'action syndicale que s'expriment les ouvriers que la République peine à rallier. Droit de grève et liberté syndicale n'ont pas apaisé les conflits sociaux. Au cours de la période, les grèves sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues. À plusieurs reprises, le pouvoir politique doit intervenir pour rétablir l'ordre. Et cela se fait parfois avec violence. La répression de la manifestation du 1er mai 1891 à Fourmies dans le Nord fait 10 morts et reste dans les mémoires ouvrières. En 1906, la grève des mineurs du Nord qui suit la catastrophe de Courrières, 1099 mineurs tués lors d'un accident de mine, provoque le recours à l'armée pour éviter l'insurrection et forcer le retour au travail. Cependant, la fermeté à l'égard du mouvement ouvrier s'accompagne aussi de concessions. En 1906, la loi impose le repos hebdomadaire pour les salariés. De plus, le syndicalisme est traversé par des tensions. À côté d'un syndicalisme modéré défendant les intérêts d'une profession, apparaît un syndicalisme entendant avoir un rôle politique et agir dans l'intérêt de l'ensemble de la classe ouvrière. La CGT, Confédération Générale du Travail, est fondée en 1895. En 1906, dans la Charte d'Amiens, elle affirme le rôle du syndicat dans la lutte des classes et son indépendance vis-à-vis de l'État et des partis. La tendance la plus à gauche pousse à l'usage de la grève pour aboutir à la révolution. C'est ce que les socialistes révolutionnaires appellent la grève générale. Cesser totalement le travail pour provoquer l'effondrement du système. Extrait de la charte approuvée par la CGT lors de son congrès tenu à Amiens en octobre 1906. La Confédération Générale du Travail regroupe, en dehors de toute école politique,
tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du patronat. Dans l'œuvre quotidienne, le syndicat poursuit l'accroissement du bien-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Le syndicat prépare l'expropriation capitaliste. Il propose comme moyen d'action la grève générale. Le syndicat n'a pas à se préoccuper des partis politiques qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. Parallèlement au mouvement syndical, on voit l'organisation de partis politiques défendant les intérêts du monde ouvrier. C'est par exemple le cas du Parti ouvrier français, fondé par Jules Guesde en 1882, ou le Parti socialiste français de Jean Jaurès. En 1905, malgré leur division, les principaux partis socialistes s'unissent dans une section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Si une partie des leaders socialistes comme Jules Guesde se montre hostile à la République dans la forme qu'elle a prise après 1870, certains comme Jean Jaurès soutiennent la République qui doit simplement évoluer pour défendre mieux les intérêts de la classe ouvrière. Pour adhérer ensemble à l'Internationale ouvrière, les partis socialistes français doivent s'entendre sur leurs objectifs. Aussi, une commission d'unification cherche à définir les points qui les rassemblent. Voici un extrait de sa déclaration. Le Parti socialiste est un parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d'échange, c'est-à-dire de transformer la société capitaliste en société collectiviste ou communiste. Et pour moyen, l'organisation économique ou politique du prolétariat. Par son but, son idéal et par les moyens qu'il emploie, le Parti socialiste, tout en poursuivant la réalisation des réformes immédiates revendiquées par la classe ouvrière, n'est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte des classes et de révolution. Le Parti socialiste au Parlement doit refuser au gouvernement tous les moyens qui assurent la domination de la bourgeoisie et son maintien au pouvoir, refuser en conséquence les crédits militaires, les crédits de conquête coloniale, les fonds secrets et l'ensemble du budget. Déclaration de la Commission d'unification, 30 décembre 1904. Ces questions restent vives en 1914, au moment où éclate la Première Guerre mondiale, qui va bouleverser la société française.